Le trading professionnel, c'est un autre monde. J'ai acheté mes premières actions, je pense, en 1997-98. Donc, autant te dire que le marché me surprend tout le temps. Il surprend tout le monde. À chaque fois, on croit que la crise va venir de gauche, elle vient de droite, elle vient de derrière. Ouais. Même quand il se passe rien, on voit que Donald Trump est capable d'auto-générer une crise. Hello, motherfucker. Non, mais c'est complètement fou. Alors, timer le marché, c'est impossible. Et d'ailleurs, toutes nos émotions font tout pour nous faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Il y a deux choses pour moi qui marchent en bourse. C'est l'extrêmement complexe, c'est l'extrêmement simple. La bourse mondiale, c'est plus 8% par an de rendement annuel moyen historiquement. C'est plus 10% par an sur le marché américain. Alors, est-ce que quand on est un professionnel, on peut faire encore mieux que ça? Est-ce qu'il vaut mieux investir que via des ETF, que via des actions, un peu des deux? Est-ce que c'est pas trop risqué d'utiliser que les ETF, que les actions? Toutes ces questions, c'est des questions très concrètes quand on commence à investir. Et pour répondre à cela, qui de mieux qu'un ex-trader et un professionnel des marchés financiers? J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Xavier. Bienvenue. Super, merci Thomas. C'est un plaisir de t'avoir ici. Donc Xavier, pour mettre un peu de contexte du coup sur qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que tu es vraiment une référence sur l'investissement en bourse sur YouTube. Donc tu as été pendant notamment 10 ans trader en salle de marché pour la BNP, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres. Tu as été ensuite manager chez HSBC en banque privée. Tu as été aussi à Genève. Et maintenant, tu es aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, où tu démocratises la bourse, tu expliques la bourse et tu es un peu une référence du secteur parce qu'on sait que tu es un professionnel des marchés financiers et que tu as une vraie connaissance très profonde. Donc le but aujourd'hui, c'est qu'on va essayer un peu de pouvoir à la fois vulgariser ces sujets, du coup, gestion active, gestion passive, pour ceux qui nous écoutent, et à chaque fois rentrer aussi dans le vif du débat de est-ce qu'il vaut mieux investir en action, en gestion active, est-ce que c'est possible de battre le marché, est-ce qu'il vaut mieux faire 100% ETF. Aujourd'hui, c'est des sujets très d'actualité. Est-ce que pour commencer, d'abord, si on voit un peu le spectre sur ton parcours, tu pourrais nous dire, toi en tant que professionnel de la finance, qui a eu une longue carrière dans la finance, qu'est-ce que tu as appris pendant ces 10-20 dernières années sur le monde de la finance qui potentiellement aussi a bâti ta façon de voir les choses aujourd'hui, quoi? C'est marrant comme question pour commencer. C'est une bonne question parce que finalement, ce que ça m'a forcé à faire, c'est à simplifier. C'est-à-dire que quand je suis rentré pour la première fois en salle de marché, trader junior, connaissant des choses, mais pas grand-chose. Comme beaucoup dans ce type de domaine, on découvre un monde complètement nouveau. Et on pourra rentrer dans cette période de trading, mais ce que ça m'a appris, c'est surtout que finalement, il y a deux choses pour moi qui marchent en bourse. C'est l'extrêmement complexe et c'est l'extrêmement simple. Et j'ai vécu l'extrêmement complexe en salle de marché. Et quand j'en suis sorti, j'ai mis du temps à m'adapter à mon statut de particulier, investisseur particulier, et je suis allé vers de l'ultra simple. Et je pense que c'est ça finalement ce que j'ai retenu. Et la bonne nouvelle pour tous les gens qui nous écoutent, qui sont pour 99% des particuliers, c'est que cet ultra simple, il est finalement accessible à tout le monde. Tu as mentionné les performances du marché, tu as parlé des ETF, donc on sait que tout ça c'est très accessible. Et moi j'ai dû faire ce travail de simplification tout au long de ma carrière d'investisseur. Et maintenant, ma manière d'investir, elle est relativement simple, plus complexe que beaucoup de particuliers, mais elle est simple. Et je vous l'expliquerai, je pense, au cours de cet entretien. Mais c'est ça que ça m'a appris. J'ai simplifié toute ma vie, j'ai simplifié dans d'autres domaines. On va complexifier. Quelqu'un qui serait, je sais pas, un physicien, toute sa vie, il va aller dans des formules de plus en plus complexes. Et moi, j'ai démarré par le complexe pour simplifier finalement toute ma vie. C'est souvent ça. Je crois qu'il y a une courbe qui dit que souvent on démarre par la courbe de progression, on va jusqu'au plus complexe et au final on revient aux bases, aux principes fondamentaux. Quand tu dis du coup l'ultra simple, l'ultra complexe c'est par exemple, comme on en discutait juste avant le podcast, le trading à haute fréquence, les choses comme ça, les algorithmes pour aller chercher vraiment les meilleures opportunités à la seconde près. C'est ça, parce qu'en fait, on a toujours cette notion des professionnels qui doivent battre les marchés, mais quand on va dans une salle des marchés et qu'on interroge les différents desks, alors là, je ne parle pas de vendeurs, parce qu'il y a souvent cette notion de sales, etc., des gens qui font des opérations pour les clients. C'est la majeure partie de ce qu'on trouve dans les salles de marché. C'est des gens qui vendent des produits aux clients. Moi, j'étais vraiment ce qu'on appelle un prop trader, c'est-à-dire qu'on me donne une limite de risque, un montant, si tu veux, à gérer. Et il faut que je fasse progresser ce montant. Donc c'est vraiment, on joue avec l'argent de la banque. C'est quelque chose qui a énormément diminué dans les banques et qui a quasiment totalement basculé dans les hedge funds d'aujourd'hui parce que les réglementations se sont durcies. Depuis 2007 notamment. Voilà, depuis 2007-2008, il y a différentes réglementations américaines qui ont envoyé tous ces boulots-là chez les hedge funds, alors qu'avant, il y avait les hedge funds et les banques qui étaient compétiteurs sur les mêmes types
de trading. Et quand on parle de complexité, c'est ce que tu dis, mais l'idée en fait, c'est que quand tu es trader pour une banque ou un hedge fund, on te demande de faire ce qu'on appelle de l'absolute return, c'est-à-dire une performance décorrélée des marchés. Donc tu ne peux pas dire j'ai fait 11% cette année, mais la bourse a fait 9%, c'est bien. Parce que tu ne pourras pas l'année suivante dire bah voilà, moi j'ai fait moins 3%, mais la bourse a fait moins 20%. On va te demander de faire de l'argent tout le temps, tous les ans, quelles que soient les conditions de marché. Et pour une raison simple, c'est qu'en tant que professionnel, on a accès à la vente à découvert. On peut vendre un actif et le racheter après, donc profiter de la baisse. On a accès à des produits dérivés. On peut jouer non seulement sur la direction du marché, mais sur la volatilité du marché, sur énormément de choses. Donc, on ne peut pas juste se cacher en disant j'ai perdu, mais le marché a perdu aussi. Donc, la complexité, elle vient des produits. J'ai mentionné les produits dérivés. Elle vient des stratégies qui sont appliquées et du fait qu'il faut tout le temps être flexible et s'adapter parce qu'à chaque fois qu'on cherche des anomalies de marché, c'est ça qu'on cherche. Par exemple, je ne sais pas, un trader sur les taux d'intérêt, il ne va pas juste parier que les taux d'intérêt vont baisser. C'est comme sur les actions, on ne va pas juste parier qu'elles montent. Ce qu'il va faire, c'est jouer de la dette américaine contre de la dette chinoise, où il va jouer les taux courts contre les taux longs. Toujours dans cette idée de pas perdre de l'argent si les taux montent ou baissent, mais de jouer des petites anomalies comme ça. Donc la complexité, elle est un peu partout en finance. C'est hyper intéressant, Job, ce que tu as dit, que quand du coup tu es en salle de marché, on ne te demande pas de battre le marché, on te demande de juste gagner de l'argent quoi qu'il arrive, en fait, qu'on soit en crise, qu'on soit en période haussière. C'est vrai que quand on imagine le métier de trader et qu'on ne vient pas de cet univers, on peut imaginer un peu le tout avec tous les films qu'on voit dessus. Concrètement, toi, quand tu es trader, en tant que trader, c'est quoi le quotidien? Comment ça se passe? Alors, ce qu'on appelle des desks, donc chaque équipe a une spécialité. Et tout le monde est très spécialisé. Donc, il y a un desk qui va jouer la volatilité, il y a un desk qui va faire des obligations convertibles, qui va faire... Et moi, sur mon desk, c'était ce qu'on appelait event-driven, donc ou situation spéciale. Donc, c'était surtout sur les actions dans le monde entier, donc principalement aux États-Unis, mais aussi de l'Europe et de l'Asie. Et l'idée, c'est que dès qu'il y a une situation spéciale qui va être par exemple une OPA, une faillite, une augmentation de capital, tous les dossiers spéciaux qu'on a vus pour prendre des noms français, on voit du Atos, du Orpea, etc., des restructurations de capital, vraiment des événements spéciaux qui vont faire énormément bouger le titre. Fusion-acquisition aussi, tout ça. Voilà, exactement. Okay. Surtout fusion-acquisition, au final. Au départ, c'est surtout ça que j'ai fait. Typiquement, ce qu'on a fait au début, ce que je faisais au début, c'est quand il y a une OPA qui est annoncée. Une OPA qui est annoncée, le titre vaut 20, une OPA est annoncée à 30 et le titre va tout de suite coter à 28 ou 29. Voilà. Donc, la plupart des gérants de fonds ou des particuliers, ils vont vendre leur titre parce que ça ne les intéresse plus. Le titre va coter jusqu'à ce que l'OPA soit faite, donc dans 3 mois, par exemple. Et puis, c'est fini pour eux. Et c'est là où les gens qui sont spécialisés vont rentrer. Et pourquoi est-ce que ça vaut 28 ou 29 et pas 30 ? C'est parce qu'il y a les autorités antitrust qui vont se prononcer dessus. Finalement, les actionnaires de la société cible vont peut-être se dire que 30, c'est pas assez. Donc, ils vont voter contre. Et peut-être que parfois, ça va coter à 31 parce qu'on pense qu'il y aura une contre-offre. Il y a un concurrent qui va venir acheter plus cher, etc. Et parfois, si le deal ne se fait pas, ça retombe à 20. Donc, on est dans une situation asymétrique où si le deal se fait, on peut gagner $1 ou $2. Et si ça ne se fait pas, on en perd 8 ou 9. Donc, c'est ce type de... Après, on peut utiliser les produits dérivés sur ce type de situation, notamment les options, pour dire je vais vendre des options. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et là, c'est là où on voit qu'on va être sur des actions toujours, mais qui sont décorrélées avec le marché. Par exemple, j'ai pris des exemples français, Orpea, Atos, etc. Orpea, à partir du moment qu'ils font des EHPAD, enfin depuis ça a changé de nom. Mais donc toute la situation, vu que c'était une société qui était, on a découvert qu'il y avait des malversations, on va dire au sens large, et notamment sanitaires. La question, elle n'est plus est-ce que le marché va monter ou baisser ? C'est vraiment une situation spéciale. Et donc, à un moment, on en vient à évaluer l'immobilier, parce que est-ce qu'elle vaut plus ou moins que son immobilier, etc., vu que le business est un peu foutu. Est-ce que quelqu'un va la racheter ? Donc, c'est là où même en traitant uniquement sur des actions, on peut se retrouver à avoir des titres qui ne bougent plus avec le marché. Qui sont décorrélés. Qui sont décorrélés. Et s'ils ne le sont pas, on peut toujours, avec des instruments dérivés, des instruments de couverture, se prémunir contre une baisse du marché.
On voit que... Ça, c'est un petit aspect. Donc, j'ai commencé par ça au début des années 2000. Et puis, c'est devenu trop arbitré. Il y avait trop de monde qui faisait ça. Donc, à chaque fois, il fallait basculer. Au début, c'était beaucoup OPA, OPE que je faisais. Et puis après, je suis sorti de ça pour des événements spéciaux, mais qui ne sont pas des fusions-acquisitions. Et plus le temps est passé, et plus je suis allé voir d'autres choses, du trading algorithmique, pour essayer de voir s'il y avait des titres qui étaient sous-valorisés par rapport à d'autres, et faire des paniers, ce qu'on appelle long short. Donc, j'étais acheteur d'un certain nombre de titres et vendeur à découvert d'un autre nombre de titres. Par exemple, on peut dire j'achète Hermès et je vends à découvert LVMH. Donc, on n'est plus lié au marché, puisque si le marché baisse de 10%, les deux titres vont à peu près baisser de 10% et donc j'aurais rien gagné. Même chose s'il monte. Et on n'est même pas trop lié à l'univers du luxe, puisque finalement, on gagne quand l'un monte et on perd quand l'autre monte. Donc, on joue purement ce qui est de particulier chez Hermès par rapport à LVMH. Et on ne le fait pas sur 2 titres, on le fait sur des milliers de titres. Et donc, on se retrouve avec des modèles mathématiques qui permettent d'avoir à nouveau des portefeuilles qui ne bougent plus comme le marché. Donc, c'est là où on voit que le trading, c'est très spécial. Et moi, ça me fait un peu hurler quand j'entends parler trading chez les particuliers. Oui, on peut essayer de gagner de l'argent en achetant à 10, vendant à 11. Et si des gens prennent du plaisir à ça, c'est très bien. Sauf que malheureusement, ils vont prendre du plaisir un petit moment. Ils vont surtout après être tristes parce qu'ils ont perdu de l'argent. Donc, le trading professionnel, c'est un autre monde. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est vrai que quand on regarde les études, l'AMF dit que 95% des traders particuliers sur un horizon de 1-2 ans perdent de l'argent au final. Et quand on t'écoute, on se rend compte que c'est... Comme tu dis, il suffit pas juste d'acheter à 10, revendre à 11. Il y a énormément de complexité. Il y a des algorithmes, c'est très poussé. Et vous jouez avec des beaucoup plus grosses sommes aussi, des couvertures, etc. Donc, ça a vraiment rien à voir. En tout cas, c'est hyper intéressant. Si on commence à rentrer dans le vif du sujet de l'investissement, il y a un sujet dont on parle beaucoup tout le temps, c'est gestion active et gestion passive. Donc, pour mettre un peu de contexte déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est la différence entre les deux ? Oui, alors, ce qu'on appelle gestion passive, alors, souvent, il y a une simplification qui est faite, c'est gestion passive, c'est investir dans des ETF et donc dans des indices. La gestion passive, au final, pour résumer, c'est une gestion dans laquelle on ne prend pas de décision. D'où son nom, on ne prend pas de décision. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on considère que quelqu'un qui fait de la gestion passive, c'est quelqu'un qui va acheter des ETF, donc des fonds de placement qui sont investis basés sur les indices boursiers. Donc, en gros, ils vont investir dans, la plupart du temps, toute la bourse, ou en tout cas dans les plus grosses valeurs. Donc, c'est ça qu'on appelle la gestion active, et donc passive. Et donc, par définition, c'est surtout quand on investit dans des ETF qui ont des indices très larges. Par exemple, l'ETF MSCI Monde, qui a les plus grosses entreprises du monde, effectivement, c'est passif parce qu'il n'y a pas de décision. Mais souvent, on fait trop l'amalgame entre gestion passive et ETF, parce que pour moi, acheter un ETF CAC 40, par exemple, donc qui va détenir les 40 plus grosses entreprises françaises, c'est déjà une grosse décision. Donc, c'est une forme d'activité. Pour moi, c'est déjà une forme d'activité, exactement, de se dire, parmi tous les marchés du monde, j'investis dans ces 40 entreprises françaises. Après, effectivement, le côté passif, c'est si on reste investi dans cet ETF pendant 10 ans. Et la gestion active, de l'autre côté, c'est souvent, on parle de stock picking, c'est-à-dire de choisir des titres individuellement. Mais là aussi, c'est un amalgame qui n'est pas forcément juste, parce qu'on peut avoir une gestion active sur des ETF et faire ce qu'on appelle du market timing, c'est-à-dire essayer d'acheter bas pour vendre haut. Mais je pense que dans la discussion, aujourd'hui, quand on parle entre nous, en tout cas, quand on va parler gestion active, gestion passive, on va se dire gestion active, c'est j'ai mon portefeuille, mon PEA, mon compte titre ou des assurances vie si elles le permettent et je choisis des titres. Et de l'autre côté, gestion passive, j'ai acheté un ETF SP500 donc pour les actions américaines, un autre sur l'Europe, et puis je ne touche plus pendant 10 ans. Donc on va dire en termes de définition, c'est ça. C'est vrai que c'est très important la définition, comme tu dis, parce que quand on pense gestion passive, on pense souvent, comme on disait en introduction, le marché fait 8% par an, j'essaie de répliquer ça et je ne me prends pas la tête. Et quand je pense aux gestion active, souvent on se dit je vais essayer de trouver les meilleures actions pour faire mieux que ces 8% chaque année, alors qu'il peut y avoir des subtilités entre les deux. Si on dit en fait, moi ce que je veux c'est de battre le marché, donc on a dit par exemple le marché mondial il fait 8% par an, battre le marché en soi ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire faire mieux que ces 8% à chaque fois, ou est-ce que c'est juste faire mieux que du coup le MSCI World chaque année?
C'est comment on dit battre le marché et on se compare à quel indice quand on veut battre le marché. Ça c'est une énorme question qui est souvent quel indice battre, parce qu'effectivement, quand on dit battre le marché, c'est qu'il faut un indice de référence. On dit benchmark dans le milieu. Donc, il faut un indice de référence. Mais cet indice en soi, par exemple, je reprends l'exemple français, vu que je sais que les investisseurs français investissent beaucoup en France, trop souvent. Donc, cette personne, est-ce qu'elle se compare au CAC 40, quelqu'un qui a son petit portefeuille d'actions françaises, ou est-ce qu'il faut qu'il se compare à l'indice monde? Moi, dans mon esprit, quasiment tout le monde devrait se comparer à l'indice monde. Parce que, comme je le disais, déjà, le fait d'investir qu'en France, c'est un choix. Et se cacher parfois en disant « Oui, moi j'ai fait -2, mais le CAC 40 a fait -3 », pour moi, c'est pas bon. Il faut prendre vraiment de la vraie gestion passive, donc celle qui ne nécessite aucune décision. Donc, ce serait le MSCI Monde. Et par exemple, il y en a certains qui me disent est-ce que tu bats le marché? Puis je vais dire c'est pas toujours vrai. Hein. Moi, on va aller dans le sujet. Mon but, c'est pas de battre le marché. Je sais que ça va vous surprendre. Mais, donc, je vais dire oui, j'ai battu le MSCI Monde l'année dernière, mais j'ai fait moins bien que le marché américain, par exemple. Mais le truc, c'est que les gens, ils vont toujours vouloir battre. Alors, quand les États-Unis font bien, ils vont dire est-ce que tu bats le SP500? Et quand la technologie va bien, on me dit mais est-ce que tu bats le Nasdaq? Mais ils prennent toujours le meilleur de référence. Exactement. Et ça, c'est quelque chose une frustration qu'il faut évacuer quand on investit, parce qu'il y a surtout quand on diversifie, ce qui est mon cas. Quand on diversifie, ce qui est bien, c'est qu'on limite le risque, mais il y a toujours quelqu'un qui va faire mieux que nous. C'est le principe. Donc, une année, ça va être le Bitcoin. L'année d'après, ça va être la tech américaine. Ensuite, ça va être la défense européenne. Puis, ça va être la Chine. Mais le but, c'est pas... Voilà, il faut jouer avec cette frustration. Donc, moi, je pense, quitte à se comparer, autant se comparer avec l'arbitre, le boss final qui va être le MSCI Monde, le MSCI World. Pour moi, ça doit être l'indice de quasiment tout le monde pour se comparer. Se comparer. Et est-ce que, par exemple, une personne qui fait du stock picking, ou qui choisit des actions, mais que des actions américaines, devrait plutôt se comparer au MSCI World ou au S&P 500? Parce que du coup... Pour moi, il peut faire les deux. Mais le fait de faire 100% États-Unis, c'est déjà un choix. C'est ça le truc. Alors, les États-Unis, ils ont eu le beau rôle parce qu'ils ont surperformé quasiment tous les autres pays, bon, historiquement, c'est-à-dire depuis 150 ans et pendant cette dernière décennie. Ça s'inverse un peu depuis le début de l'année 2025. Et typiquement, depuis ce début d'année où l'Europe fait mieux, je trouve ça bien qu'un investisseur qui a tout mis aux États-Unis se dise « Ah, finalement, le fait de ne pas avoir d'Europe, cette année, ça me pénalise. » Alors que sinon, il va rester dans son monde, son monde purement américain. Donc, pour moi, il faut de toute manière se comparer à un indice monde. Et tout miser sur une zone géographique, d'ailleurs, ça me fait penser en même temps par rapport à ce que tu dis. Pour toi, c'est une erreur. Par exemple, il y a des personnes qui disent le marché américain, c'est plus performant, je vais que de là-dessus. C'est un choix. Moi, par exemple, j'ai un biais plutôt américain. Parce que je pense que c'est le pays qui est le plus adapté, qui a l'écosystème le plus adapté au business. On pourrait passer toute une émission là-dessus. Historiquement, c'est un des pays qui a le mieux performé. En tout cas, il a largement mieux performé que tous les pays européens. Donc moi, j'ai 70% de mon portefeuille aux États-Unis. Mais ce qui est à peu près, finalement, la composition d'un ETF monde. Hein. Je ne suis pas très original là-dessus. Mais je ne dis pas que c'est mauvais de tout mettre sur un pays, que ce soit la France ou les États-Unis, mais il faut que ce soit conscient. Il faut que ce soit un choix assumé. Et par exemple, les gens qui ont 80% de leur portefeuille en France parce qu'ils sont à l'aise avec Total Energy, Air Liquide et LVMH, pourquoi pas? Mais il faut qu'ils aient conscience qu'ils font un choix extrêmement restrictif. Et pareil pour ceux qui sont aux États-Unis. Et en général, les investisseurs français qui sont 100% américains, ils le savent bien. Ils ont fait un choix. Et s'ils n'ont pas d'Europe, c'est un choix volontaire. Alors que ceux qui sont en France, c'est souvent subi parce que c'est... Ceux qui connaissent. Voilà, c'est la familiarité. Et c'est vrai que quand on s'expose qu'à un pays, par exemple, comme la France, etc., on est aussi soumis aux décisions politiques, économiques en France spécifiquement. Tout notre portefeuille dépend de ça et on n'a pas cette diversification de ce côté-là. Quand on parle du coup de gestion active, gestion passive, il y a une étude qui revient souvent, on en a discuté juste avant, c'est l'étude de Spiva. C'est une étude qui montre qu'il y a du coup des gérants de fonds qui sont des professionnels. Leur but, vraiment, c'est ils vont faire justement du stock picking, ils vont investir sur des titres en particulier, ils ne vont pas répliquer le marché. Et cette étude, elle montre que la plupart d'entre eux, la grande majorité, ils n'arrivent pas à faire mieux que le marché, donc à faire mieux que leur indice de référence, que ce soit le MSCI World, le S&P, etc. Pourquoi c'est si difficile de faire mieux au final que le marché, même quand on est un professionnel, qu'on a plein d'outils à sa disposition? Comment ça se fait qu'il y en ait si peu qui arrivent? Alors, cette étude, elle est fascinante. Déjà, elle est très bien faite, puisqu'elle est faite par Standard & Poor's.
elle prend vraiment tout en compte, c'est-à-dire qu'elle évite le biais du survivant, elle prend les fonds qui ont fait faillite, etc. Donc, elle est très bien faite. Et les chiffres, ils sont choquants, hein. C'est-à-dire que quand tu regardes sur un an, quel est le pourcentage des fonds qui vont battre leur indice de référence, déjà, tu vas avoir des perdants. C'est-à-dire qu'on va avoir, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on peut facilement être à 50-60% qui font moins bien que le marché, suivant les années. Et plus on va vers les 5 ans, 10 ans, plus on va s'apercevoir que finalement, 90% des fonds sous-performent. Ce qui veut dire que même s'il y a un fonds qui arrive à faire mieux pendant 1 an ou 2, dès qu'on élargit l'horizon, ils disparaissent. Ils ont peut-être fait mieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait un pari sur la tech américaine. Donc en 2020-2021, ils ont battu le marché 2 ans. Okay, et puis après, 2022, dégonflement un peu des tech américaines, ils vont faire moins bien. Donc on s'aperçoit que c'est pour ça qu'il faut regarder sur le temps long. Et sur le temps long, ils sous-performent quasiment tous. Après, moi, j'en peux plus de voir cette étude mentionnée sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que souvent, elle est surinterprétée. Donc, ton interprétation est juste. Enfin, c'est pas une interprétation. Toi, tu dis le résultat. Les professionnels qui ont des fonds de placement, donc c'est un peu à l'ancienne, hein, ils sous-performent. Il y en a qui vont prendre ça et qui vont dire la gestion active, les gens perdent de l'argent. Et donc, je vais aller dans les deux. Pourquoi déjà les fonds sous-performent ? Mécaniquement, ils prennent tous des frais. Et en général, dans ces fonds, ce n'est pas des frais d'ETF qui sont du 0,05%, 0,10%, c'est des vrais frais. C'est 1,5%, voire même 1%. Donc, quand tu mentionnais des 9% de rendement annuel et qu'un fonds prend 1% de frais de gestion, il faut vraiment qu'il surperforme beaucoup, ce qu'il n'arrive pas à faire. Voilà. Donc, la première raison, c'est les frais. La deuxième raison, c'est qu'ils ont tous du cash en portefeuille. Ils ne peuvent pas être parfaitement investis comme un indice, parce qu'on les compare aux indices. L'indice, mécaniquement, c'est 100 euros, ils sont dans l'indice. Or, un fonds, il a toujours 1, 2, 3, 5% de cash. Et vu que la bourse monte à long terme, mais c'est comme un particulier. Si tu as un ETF sur ton compte, mais que tu as 1000 euros qui traînent en cash au cas où, si tu prends la performance ETF plus tes 1000 euros, tu vas faire moins que l'ETF à long terme. Tu vois. Donc, ça paraît bête, mais ça explique pourquoi on est sur des chiffres aussi élevés. Donc, les frais, le cash, et après tout, je ne le mets pas en troisième, mais il faut le dire quand même, il y en a beaucoup qui sont mauvais. Mais c'est clair, il y en a beaucoup qui sont très mauvais, mais oui, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est toucher leur 1% de frais de gestion. Donc au final, ils copient plus ou moins leur indice de référence sans faire trop de choix, parce que tout ce qu'ils veulent, la plupart des gérants de fonds, ce qu'ils veulent éviter, c'est de perdre la masse sous gestion, puisque c'est ça qui les fait vivre, c'est leur 1% qu'ils prennent. Donc eux, ils ne veulent pas forcément être meilleurs, ils ne veulent pas être en fonds de classement. Si le fonds donne à ses clients 8,5% alors que la bourse a fait 9, les gens ne vont pas sortir. Ou s'il donne du 8 alors que les fonds, avec ses frais de gestion alors que la bourse a fait 9, les gens ne vont pas sortir. Mais s'il fait, parce qu'il a pris des risques, s'il fait moins 2, alors qu'il faut prendre des risques pour battre le marché par définition, si une année il fait moins 2 alors que la bourse a fait plus 2, là ils vont perdre tout le monde. Donc la plupart des gérants, ils collent à leur indice de référence et à cause des frais et du cash, ils font un petit peu moins bien. Mais il y a une étude qui m'a fasciné, qui essayait de chercher dans les fonds qui ne répliquent pas. Donc, ils ont fait une première différence. Ils ont pris les fonds qui ne répliquent pas, qui ne collent pas trop à leur indice de référence. Des fonds qui prennent des décisions. Donc, ils ont pris cet univers-là. Ils ont regardé que donne la première position du fonds, là où ils ont mis le plus d'argent. Donc, a priori, leur plus grosse conviction. Et sur cette masse de fonds, la première position, elle battait le marché, en moyenne. Et la deuxième aussi, la troisième aussi, la quatrième aussi, la cinquième aussi. Et ça, à peu près quasiment jusqu'à leurs 10 premières positions battaient le marché. Donc, leurs convictions sont bonnes. Mais le problème, c'est comme ils ont des clients, comme il faut être diversifié, ils ont 200 positions. Et donc, à la fin, et par définition, leur 11e conviction, elle est moins bonne que la deuxième, et la 20e et la 40e. Et comme c'est très rare d'avoir des gérants de fonds qui ont des fonds concentrés avec 20 valeurs. Et quelqu'un qui veut vraiment battre le marché, il devrait faire ça. Mais il n'y a personne qui fait ça, à part des Buffett ou autres. Mais encore, lui, c'est différent. Il n'a pas un modèle de fonds, mais il y a très, très peu de fonds comme ça, hyper concentrés. En général, c'est des gérants stars qui, d'ailleurs, parfois battent le marché sur très long terme, etc. Donc, ces gens-là existent. Mais la gestion de fonds professionnelle, comme je te l'ai décrit, là où le but, c'est de gagner notre pourcent, tout ça, non. Donc, la bonne interprétation de l'étude Spiva, pour moi, c'est les fonds de placement, les OPCVM, sous-performent les ETF. Donc, se dire, à moins de vraiment tomber sur un gérant qui surperforme et qui sont très rares, il vaut mieux aller dans les ETF. Ça, pour moi,
il faut s'arrêter là, en fait, dans l'interprétation de l'étude Spiva. C'est-à-dire, il vaut mieux aller sur des ETF, quitte, si je veux rien faire moi-même, il vaut mieux aller sur des ETF que d'essayer de trouver un gérant qui a peut-être battu le marché les 2 années d'avant, mais qui ne le fera pas par la suite. Maintenant, point fascinant, la gestion active, alors. Quelle est la performance de la gestion active? Et ça, c'est un truc de fou. C'est que tout le monde va te dire que la gestion passive, elle fait le marché et la gestion active, elle est moins forte à cause de cette fameuse étude Spiva. Mais tout était une question de moyenne. Si la bourse fait 20% en moyenne, notre fameux MSCI Monde, d'accord? Toute la bourse monte de 20%. Par définition, les ETF vont monter aussi de 20%. C'est la gestion passive. Quelle est la perf de la gestion active? C'est 20% aussi. Eh oui, forcément. C'est comme si tout le monde fait 1m4. La moyenne est fait 1m80. Si tu veux, les ETF, ils sont tous à 1m80. Et la gestion active, tu as des 1m50 et tu as des 2 mètres. Voilà. Donc, tu as une grosse dispersion. Mais la moyenne, si j'enlève ces notions de frais, de cash, de tout ça, l'argent, il ne disparaît pas. Hein. Parfois, quand on écoute des gens, on se dit, l'ETF fait comme la bourse et la gestion active fait moins. Elle perd. Mais où va l'argent alors? Tu vois, c'est pas logique. Non. La gestion active, elle a en moyenne, elle a la même perf que la gestion passive, c'est-à-dire la perf du marché. Et ça, personne ne te le dit. Pourquoi? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des petites pertes et il y a quelques très bons gérants qui vont avoir des gros gains. Il y a une asymétrie là-dedans et c'est très difficile. Et l'autre point, pour le coup, que nous montre l'étude Spiva, c'est que ceux qui vont gagner une année, ça va être potentiellement les perdants de l'autre. C'est ça, c'est que cette gestion active, il y a des gens qui vont faire très bien une année parce que, comme je disais, tech américaine, machin et tout à fond. Et puis les prudents, ils vont être moins bons. Et puis l'année d'après, une année où Trump fait un peu n'importe quoi avec les tarifs, là, les prudents qui ont du Air Liquide, des actions très stables, etc., ils vont faire mieux que les foufous de l'année précédente. Donc, c'est pas stable, si tu veux. Ce qui explique pourquoi on dit souvent aux particuliers, surtout ceux qui débutent, ne faites pas de gestion active. Et je serai le premier à dire, ne faites pas de gestion active si vous débutez. Les ETF, c'est génial. C'est des produits qui sont simples d'accès, faciles à comprendre, faibles frais. Voilà, tout est fait. C'est une révolution, les ETF. Depuis, moi, j'ai vu ça arriver il y a 20-25 ans. C'est magique. Donc, ça, c'est super. Après, quelqu'un qui veut maîtriser ce qu'il fait, maîtriser son portefeuille, savoir ce qu'il a, être confiant, apprendre énormément, alors, potentiellement, la gestion active, c'est pas si mal. Et donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est de se dire que y a des raisons concrètement qui expliquent que ces fonds sous-performent, les frais, trop de diversification, ils sont obligés, le cash, etc. Et que moi, potentiellement, en tant que particulier, vu que j'ai pas la contrainte de ces frais, vu que j'ai pas la contrainte d'avoir potentiellement du cash, etc. Et si je me concentre sur quelques entreprises, mes premières convictions, et que je suis assez bon, j'ai mes chances en fait de battre le marché concrètement. Oui, mais, gros mais, je pense qu'il ne faut pas que ce soit le seul but. Parce que par définition, si tu veux battre la moyenne, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, comme je disais, il faut être concentré, il faut prendre des paris. Il faut prendre des paris sur des secteurs, sur des boîtes, etc. Et le pari, plus ton portefeuille peut te faire aller haut par rapport au marché, si tu as un portefeuille qui a un potentiel de te faire du plus 30% dans l'année, alors que le marché, admettons, a fait plus 9%, ça veut dire qu'il a le potentiel aussi de te faire perdre 30%. Avec la même performance du marché, hein, attention. Donc, imagine, si tu perds 30%, si on prend 9% de moyenne, si tu perds 20%, alors que le marché fait plus 9%, je veux dire, c'est quand même terrible, extrêmement décevant, etc. Donc, moi, je n'inciterais pas les gens à faire de la gestion active pour battre le marché. Parce que là, il y a quand même un côté pile ou face. Tu peux te retrouver à le battre ou à le sous-performer. Mais pour maîtriser ce qu'ils font et pour maîtriser aussi leur niveau de risque. Parce que tout le monde va te vendre en permanence le DCA sur ETF, etc. Et effectivement, c'est sûrement la meilleure moyenne de débuter. Mais en ETF, tu ne choisis pas ton niveau de risque. D'accord ? Quand la tech américaine représente 30%, quand les premières positions de ton ETF, c'est du Tesla et du Nvidia, etc., tu n'y peux rien. Tu vois, et quand Tesla était valorisé, 200 fois les bénéfices, quand tu achètes ton ETF, tu achètes du Tesla qui est survalorisé et c'est comme ça, tu peux rien y faire. Alors qu'en gestion active, tu peux te dire, moi, je vais plutôt aller sur des valeurs... non, mais même sans des values. Mais par exemple, je reprends Air Liquide parce que c'est un bon exemple que les gens connaissent au moins de nom. Air Liquide, c'est une valeur qui est relativement stable. Pourquoi ? Parce qu'ils vendent donc des gaz industriels et parmi leurs clients, ils ont des industriels avec qui ils ont des contrats sur 15 ans, des contrats indexés sur l'inflation. Quand ils livrent
un certain type de gaz à une aciérie, par exemple, il y a des pipelines, etc. L'aciérie ne va pas pouvoir aller chez un des concurrents, Linde ou autre d'Air Liquide. Ils sont scotchés avec leur contrat, tu vois, ils ne peuvent pas bouger, en fait. Donc forcément, quoi qu'il se passe, le chiffre d'affaires d'Air Liquide va être beaucoup plus stable que d'autres valeurs. Et ça, tu peux le choisir quand tu fais du stock picking. Ou bien tu peux aller sur une petite pépite américaine qui envoie des satellites dans l'espace, tu vois, qui fait des fusées, par exemple. Valeur qui peut aller à quasi zéro si une fusée explose. Donc tu peux faire ce choix. Et c'est pour ça de parler que de battre le marché. Tout est une question de rendement risque. Battre le marché de 1% si tu as pris des risques de fou, ça n'a aucun intérêt. Si tu fais plus 12 au lieu de plus 9, mais que tu es passé à 2 doigts de faire moins 50, je veux dire, donc c'est pour ça, tu peux ajuster. Tu peux ajuster dans des boîtes que tu connais. Donc là, le premier aspect, c'est qu'on a ce côté je sais ce que je fais, je sais dans quoi j'investis. Et le deuxième aspect qui est aussi énorme pour moi, c'est qu'en cas de crise, tu sais dans quoi tu es investi et tu comprends ce qui se passe. Par exemple, moi, dans mes positions, j'ai du Berkshire Hathaway, la holding de Warren Buffett, j'ai du Microsoft, du Visa, des grosses boîtes comme ça, ou bien du Meta, par exemple. Et quand il y a une crise sur les tarifs ou sur la guerre en Ukraine, peu importe, je comprends comment ça réagit. Et quand j'ai pour dire une boîte que j'aime beaucoup, ma position en Visa, par exemple, moi, j'attends qu'une chose, c'est que Visa baisse pour pouvoir réinvestir moins cher. Mais il se trouve que c'est des boîtes qui se portent très, très bien. J'ai du Visa et du Mastercard, les deux. Et donc, je peux tout de suite me dire, oui, bon, s'il y a une récession mondiale, je sais que Visa, il y aura moins de transactions et donc elle va baisser un peu. Mais quand il y a une crise, tu vois, comme le Covid, et que j'ai du Visa en portefeuille, je dors bien la nuit. Tu vois ce que je veux dire ? J'aurais eu du Starbucks ou un truc dans tous les du McDonald's où tous les magasins sont fermés du jour au lendemain, ce que je n'avais pas, mais ça aurait pu me faire douter. Je me dis, est-ce que je la garde ? Donc, il y a cette notion où on maîtrise beaucoup mieux ce qu'on fait. Et un autre aspect qui est très important pour moi, c'est que, donc je l'ai dit, je ne veux pas forcément battre le marché, mais je veux maîtriser mon risque aussi, je veux bien dormir, etc. Parfois renforcer, plutôt que de renforcer en cas de crise purement sur tout l'ETF, je vais peut-être renforcer sur les sociétés que je trouve un peu qui ont été trop impactées par rapport à la réalité de leur business. Et puis, j'apprends énormément. Ouais, hyper stimulant. C'est fou, d'accord, c'est fou. Ouais. Quand tu étudies une boîte, et puis c'est ton cerveau qui s'ouvre. Hein. Quand tu étudies des boîtes de luxe, de pharma, de distribution, dans différents pays du monde, c'est fou. Et ça te donne, même j'ai envie de te dire, ça te donne envie d'entreprendre. Pour beaucoup, je vois des jeunes qui s'intéressent à leur portefeuille boursier, c'est pas juste je gère mes 10 000 euros à 25 ans et je suis content en gestion active. C'est qu'ils sont hyper motivés pour faire quelque chose de leur vie. Enfin, je pense qu'il y a un truc, tu vois, au niveau de la gestion active qui peut se passer, mais il faut le souligner, ça demande énormément de travail, de connaissances. Il faut gérer ses émotions, il ne faut pas être foufou. Déjà, on le voit sur les ETF. Même ceux qui disent qu'ils seront passifs en ETF, ils ont tendance à... Galère. C'est compliqué, parce que c'est une chose de dire à quelqu'un qui a 25 ans, écoute, tu mets tous les mois dans l'ETF jusqu'à tes 50 ans, je ne sais pas. Et parce que moi, je suis contacté par beaucoup de monde. Et il y en a tellement qui me disent là, j'ai vendu mon ETF il y a 2-3 semaines quand Trump a dit ça, maintenant je regrette. Mais c'est fou. Et là, le DCA sur l'ETF, il disparaît. Donc la gestion active, elle a ce côté-là. Elle fait apprendre énormément sur les entreprises, tout ça. Mais quelqu'un qui ferait de la gestion active purement pour battre le marché, pour faire un gros coup, etc., moi, j'aurais tendance à dire attention. Et tu as répété un mot plusieurs fois, je trouve, qui est hyper important, en fait, c'est comprendre. Parce que quand tu investis dans un ETF, il y a beaucoup de personnes qui investissent en DCA et c'est bien pour débuter, mais ils ne savent pas ce qu'ils ont en portefeuille. Ils suivent le marché. Et quand tu veux commencer à faire du stock picking, si tu veux commencer à choisir quelques entreprises, c'est hyper important de savoir, de comprendre dans quoi tu investis. Parce que ceux qui vont juste choisir des entreprises au hasard parce qu'elles sont à la mode, qu'elles sont bien, etc., là, en fait, on en revient au même. Non seulement elles ont que des actions, et en plus, elles ne savent pas comment ça va se comporter en cas de risque, en cas de crise, etc. Alors que si je suis un peu concentré, mais que je comprends parfaitement les boîtes dans lesquelles j'investis, comment elles évoluent selon les conditions de marché, je suis beaucoup plus serein au quotidien. Et c'est au final un peu la formule magique de ceux qui arrivent à battre le marché, comme les Warren Buffett, etc. Ils sont concentrés dans les entreprises qu'ils maîtrisent parfaitement. C'est ça, au final. Exactement. Et tu parles de Warren Buffett, il y a Peter Lynch, donc un autre grand gérant, qui parlait souvent du fait de invest in what you know, il faut investir dans ce qu'on connaît. Et je pense que
Et lui racontait plein d'anecdotes avec sa femme qui lui parle de maintenant toutes mes amies achètent ci, ça. Bon, bref. Et, très storytelling. Ouais, très storytelling, exactement. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le gros intérêt de ça, est-ce que c'est surperformer le marché? Parfois, on peut voir des tendances. Quand on est un peu dans une niche, je sais pas, quelqu'un qui est fan de jeux vidéo, par exemple, il a évidemment un énorme avantage sur moi, par exemple, qui suit de loin l'actualité du jeu vidéo. Il voit tout de suite ce qui marche pas, un lancement, il le sait. Donc ça, c'est le côté, je pense, de Peter Lynch. Investir dans ce que vous connaissez, ça c'est vrai. Ouais. Dans le sport, quelqu'un qui voit une nouvelle marque qui commence à... tout d'un coup, là, tous les collègues, tous les copains ont la même chose très très vite. On a les comptes sont publiés de manière trimestrielle dans les entreprises. Et admettons les comptes qui terminent le 31 mars, ils vont être publiés à peu près mi-avril. Et si y a la mode qui est sortie, je sais pas, en mars par exemple, et tout le monde commence à acheter un certain type de basket, il y a vraiment un truc qui s'enflamme. Quelqu'un qui va être purement analytique, qui regarde les chiffres, typiquement comme moi, j'aurai un cran de retard. Donc il y a ce côté, parfois investir dans ce qu'on connaît, on s'aperçoit que la marque elle a moins la cote, on s'aperçoit ou l'inverse, donc ça peut être une bonne chose. Et comme tu le dis, on est plus serein parce qu'on sait dans quoi on investit. Et c'est là que cette dimension entrepreneuriale peut rentrer en jeu parce qu'au final, quand je vois exactement, que je comprends parfaitement comment fonctionne l'entreprise, les mécanismes ou autres, je comprends comment gérer une entreprise et ça peut des fois me donner envie de passer du côté entrepreneuriat. Et du coup, tu l'as un peu mentionné. Toi, aujourd'hui, ton portefeuille, il ressemble à quoi? Quand tu dis tout ça, on pourrait dire que tu as quand même une majorité d'actions parce que tu veux maîtriser ce sur quoi tu investis, ou est-ce que tu as quand même une majorité d'ETF pour te sécuriser et suivre le marché? Il ressemble un peu à quoi? Alors, moi, mon portefeuille, c'est à peu près, et je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais c'est à peu près 50-50. J'ai à peu près 50% d'ETF, à peu près 50% en stock, je dis stock picking, mais on va dire gestion active. Mais en fait, je me considère comme gestionnaire passif sur mes actions. C'est pour ça que le côté passif-actif, voilà, c'est moi j'ai donc sur la partie ETF. Pourquoi? Déjà parce que les ETF c'est super, donc ça c'est clair. T'as un seul ETF que tu suis ou t'as un? Non, j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs assurances vie, j'ai plusieurs. J'ai plein d'enveloppes en fait. J'investis perso, j'investis en société, etc. Donc j'ai peut-être 8 comptes, on va dire. Donc les comptes qui sont pas faciles d'accès. Des assurances vie, etc. J'aime bien mettre soit des ETF, soit je mets des actions. Je parlais de Visa, Microsoft, c'est typiquement le genre de valeur que je vais avoir, par exemple, dans des assurances vie. Parce que avant que ça bouge au point que je veuille m'en séparer, puis même si j'ai un temps de retard, c'est pas très grave. Et puis il y a des comptes qui sont forcément un peu plus actifs, mais ce qui est très important, et puis après sur la partie donc 50% d'actions que j'ai en portefeuille, moi la stratégie que j'applique, c'est ce qu'on appelle une stratégie quality, d'action de qualité, ce qui veut rien dire. Autant les gens ils comprennent quand on dit action de croissance, ah oui, action de croissance, je vois ce que c'est, ça cartonne, ça monte, quitte à pas être rentable. Action value, on explique un peu, oui, ce sont les actions des côtés, ah oui, je vois, actions des côtés, elles sont plus à la mode, personne n'en veut, donc même si elles sont pas une qualité terrible, elles sont données tellement plus personne en veut. Bon. Et il n'y a pas que ça en fait comme stratégie. Et moi, j'applique une stratégie quality qui a ces 10-15 dernières années plutôt battu le marché légèrement, on va dire, rien d'incroyable. Mais pour moi, si vous voulez faire de la gestion active, il faut une stratégie. Il faut une stratégie et même le mieux, c'est d'avoir une thèse d'investissement. Qu'est-ce que c'est pour moi une thèse d'investissement? C'est si j'étais un fonds et que je devais présenter à mes investisseurs ma manière d'investir, moi, j'ai écrit 2-3 phrases. J'investis dans des entreprises rentables, leaders sur leur marché, soutenues par des tendances de fond. Et quand on lit mon truc, on dit « ouais, mais c'est évident ». Et certains ratios, des choses comme ça. Et tu vois, rien que la thèse, c'est une phrase. C'est une seule phrase qui est un peu longue. Et cette phrase, quand j'en parle, tu vois, je fais de temps en temps des masterclass, des trucs où je montre ma stratégie. Et quand tu lis, tu dis oui, mais c'est évident. Mais en fait, chaque mot est important. Par exemple, si je dis je n'investis que dans des entreprises rentables, il y a plein de gens qui investissent sans le savoir dans des entreprises non rentables. Il y a des entreprises dans la tech, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Et tu vois, quand on dit d'investir dans ce que vous aimez ou dans ce que vous connaissez, ça, c'est le risque aussi. C'est que le gros risque, c'est d'investir dans ce qu'on aime, mais sans faire le boulot.
Parce qu'on va être épaté par une nouvelle technologie, une innovation, un nouveau truc. Et puis en fait, quand tu regardes les comptes, la boîte, elle crache, elle burn du cash, comme on dit, parce qu'en fait, elle fait une énorme pub sur les réseaux sociaux, etc. Tout son cash passe là-dedans. Et c'est ça qui soutient un peu le chiffre d'affaires. Mais le jour où elle arrête de faire cette pub sur les réseaux sociaux, tout disparaît. Tu vois. Donc, il faut regarder les chiffres. Donc, tu vois, rien que ce mot rentable, ça paraît bête, mais moi, ça m'élimine toute une partie des titres. Après, leader sur leur marché. Ça aussi, ça paraît évident, mais au final, pas tant que ça. Parce que sur un marché quelconque, moi, j'investis dans les meilleurs. Tu vois, donc par exemple, moi, je vais avoir, je sais pas, j'ai du Visa, Mastercard et j'ai pas d'American Express. Ou, par exemple, dans le luxe, effectivement, je vais plutôt aller dans les grosses marques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Bon, croissance stable, par exemple. Et je cherche de la croissance stable. Et ça paraît bête, mais beaucoup cherchent de la croissance à tout prix. Mais moi, je veux qu'elle soit stable, cette croissance. Ce que je veux éviter, c'est les boîtes cycliques. Une entreprise cyclique, c'est une entreprise qui bouge avec l'économie. Donc, récession de l'économie, ah bah, la boîte ne vend plus rien. L'économie repart, ah bah là, ça repart à fond, etc. Donc, la tech t'évite plutôt par rapport à ça? Non, parce que je considère que la tech est peu cyclique. Je prends Microsoft, les entreprises ne vont pas résilier leur plutôt office. Les banques, institutions financières. Tu vois, exactement. Ça, c'est un très bon point. Oui, j'évite les banques. J'évite les banques, j'évite les assurances. J'évite tout ce qui a des faibles marges dans l'ensemble, donc la distribution, etc. Et tu vois, dans le monde financier, pour élargir un petit peu, j'ai pas de banque, j'ai pas d'assurance, parce que quand il y a un 2008 qui arrive, c'est les premières à faire les frais. Mais dans ce même genre de choses, je vais posséder du MSCI ou du Standard & Poor's. Donc, c'est toujours de la finance, on va dire. Mais donc, c'est eux qui calculent les indices des ETF, que ce soit MSCI ou Standard & Poor's, c'est quasiment les deux gros géants là-dessus. Et donc, je les ai en portefeuille. Donc, eux, même s'il y a une récession, les gens sont investis dans les ETF. Quand tu investis dans un ETF MSCI Monde, ils vont redonner un tout petit bout pour l'utilisation de l'indice à l'entreprise MSCI. Et moi, je vais en profiter. Tu vois. Donc, ça, je cherche de la stabilité. Donc, dans ce même secteur Après, tu vois, tu parles de Visa, Mastercard, elles sont forcément un peu cycliques parce que, par définition, elles prennent un pourcentage des... Voilà. Après, la tech, tu vois, Meta, par exemple, une boîte que j'aime bien, qui pourtant est relativement volatile, mais oui, c'est cyclique parce que ça reste de la pub. Même chose sur Alphabet. Mais, donc oui, c'est sûr qu'ils ne pourront pas vendre de pub. C'est les premiers budgets qui sont coupés dans les boîtes. Mais ça a une telle importance depuis quelques années. Il y a encore un shift qui continue encore, tu vois, de la pub vers le en ligne. Voilà, c'est ça qui est assez fou. Donc Meta, malgré tout, ça reste les champions des réseaux et de la pub en général. Enfin, avec Google Alphabet, ils se partagent le marché. Et donc, moi, j'ai les deux, tu vois, parce que je trouve c'est cyclique. Mais bon, la croissance est là, puis ça reste des bulldozers. Et puis, ils ont ce qu'on appelle un moat, c'est-à-dire un avantage compétitif qui est très important. Donc, avant de recréer un réseau social, avant de recréer un Insta, un WhatsApp, un Facebook, etc., c'est même plus une question de milliards. En fait. La barrière à l'entrée est hyper élevée. Hyper élevée. Et tu vois, par exemple, quand Zuckerberg, donc le patron de Meta, a essayé de concurrencer Twitter, maintenant X, en lançant son nouveau réseau social, là, Threads, tu te rends compte que non, ça ne se passe pas comme ça. X, c'est X. Et d'ailleurs, cet avantage compétitif de Twitter, je préfère appeler Twitter, comme c'est plus simple. Tu l'as mal vécu, le X. Ouais. Mais au final, moi, je voulais rester, tu sais, comme moi, je suis dans un coin un peu reculé du sud-ouest. Moi, tout de suite, je me suis dit, je vais dire XX. Et puis, je me suis rendu compte que non, en fait, tout le monde dit Twitter. Tout le monde dit Twitter. Bon, donc, je vais dire Twitter. Et tu te rends compte que même s'il y a plein de gens qui n'aiment pas Elon Musk, même s'il y a... finalement, le truc vit tout seul parce que tu ne sais pas où aller d'autre aujourd'hui pour poster quelque chose de court, souvent lié avec l'actualité, etc. En format texte, voilà. Et donc, moi, je cherche beaucoup cet avantage compétitif qui est pas envie de bouger, comme tu dis. Donc, les ETF, ils pourraient trouver d'autres calculateurs d'indices, tu vois. Mais ça demanderait... faudrait expliquer aux gens que ce nouveau truc Monde, c'est la même chose que le MSCI Monde. Il faudrait expliquer aux gens que cette nouvelle carte bancaire, elle est aussi fiable que Visa ou Mastercard. Il faut expliquer que ce truc-là, il est mieux qu'Excel, tu vois. Donc, moi, c'est ça. J'investis dans des marques, des boîtes qui ont un avantage compétitif, où soit tu veux pas en changer, soit tu peux pas. Parfois, tu peux pas parce que c'est trop compliqué. Microsoft qui a beaucoup de cloud, Amazon qui a beaucoup de cloud, une boîte qui a mis tous ses serveurs auprès d'Amazon, par exemple, mais tu te rends compte le cauchemar de bouger
tout ton cloud, quand tu es une multinationale chez quelqu'un d'autre, même si on t'a monté les prix de 10% et que le concurrent ne l'a pas fait, c'est un cauchemar. Donc ça, c'est un de mes critères très intéressants et très important pour moi. J'ai 2 questions par rapport à ça qui me viennent, c'est super intéressant. La première, c'est tu parlais du coup que toi, tu as une stratégie quality, du coup, sélectionner les actions de qualité. Qu'est-ce que tu penses du coup des ETF du type Smart Beta, MSCI World Quality, qui vont prendre les 1500 plus grosses entreprises mondiales et appliquer des critères de qualité et investir dessus passivement, comme les ETF? Et la deuxième question, c'est est-ce que toi, dans ton portefeuille, tu inclus aussi des petites capitalisations, des small caps, ou est-ce que tu vas uniquement sur des grosses large caps qui sont le leader d'un marché et qui ne peuvent pas trop bouger? Sur la partie ETF, je vais redonner mes critères rapides, tu vois, pour qu'on voit où est le problème ou pas des ETF. Donc, je veux une rentabilité élevée, rentabilité des capitaux propres, donc le ratio s'appelle ROE, ou ROIC ou ROCE. Voilà. Il faut un ratio de rentabilité, voilà, par exemple supérieur à 10 ou 15%. J'ai parlé de croissance stable, pas forcément démente, mais une croissance stable. Moi, je regarde des marges élevées, parce que pour moi, ça indique qu'ils ont du pricing power, ça indique qu'ils peuvent mettre des prix qui ne se font pas tirer les prix à la baisse, comme un Renault ou Carrefour, par exemple. Donc, ils aient des marges élevées, donc c'est eux qui décident de leur prix. Je regarde aussi faible dette. Donc ça, ces critères-là, ces 4 critères-là sont des critères quantitatifs. C'est des chiffres, on peut les trouver. Donc, pour un ETF Smart Beta, ils vont prendre ce type de chiffres. Et après, parmi les critères qui se rajoutent, qui sont des critères qualitatifs, il y a la qualité du management. Moi, je veux un patron qui ait une vision, qui gère bien sa boîte, qui ne veut pas faire toujours plaisir à ses actionnaires en rentrant dans les cases, qui est prêt parfois à prendre des paris. Vraiment, un visionnaire, c'est très important, qui pivote parce qu'il connaît mieux son marché que moi. Un Bernard Arnault, c'est pas... Puis de toute façon, quand on met son argent en bourse dans une boîte, ça, je l'ai compris tardivement, c'est qu'on veut tout contrôler, mais à la fin, on met son argent dans les mains d'un PDG. Ouais. C'est tout. Choisit. Voilà, quand Bernard Arnault décide d'acheter Tiffany, il ne m'appelle pas la veille pour dire j'achète Tiffany, qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Donc, il y a un moment, ce critère-là, il serait presque à mettre en premier parce que c'est lui qui pilote la rentabilité, c'est lui qui pilote les marges, etc. Donc, premier critère qu'on ne peut pas trop quantifier. On pourrait se dire, est-ce que c'est le fondateur? Est-ce que c'est la famille des fondateurs, puisque c'est prouvé, tout ça, ça rentre dans le lot des entreprises familiales. Sur la gouvernance. Et qui surperforment le marché, historiquement, les entreprises familiales. Donc, est-ce que c'est un fondateur ou familial? Alors, en général, il faut éviter la deuxième génération. La première génération qui fonde, ça, c'est le fondateur, Zuckerberg, Bernard Arnault, etc. Après, quand ils passent au suivant, là, c'est un peu plus compliqué. Et après, il y a les familles qui, depuis 100 ans, enfin, on peut prendre Hermès, par exemple. Hermès, c'est une famille, enfin, c'est deux familles, plusieurs familles, on va dire. C'est un groupe de cousins qui gère ça depuis plus que centenaire. Donc, ça, c'est les deux esprits familiales, l'esprit familial que j'aime bien. Après, le changement de la génération 1 à la 2, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais donc là, on voit que c'est quand même compliqué pour un ETF à regarder. Et il y a cet aspect avantage compétitif, le moat. Et ça, il y a des Morningstar, par exemple, qui essayent de le quantifier, mais ça reste quand même très subjectif. Okay. Donc, les ETF Smart Beta Quality, quand je regarde ce qu'il y a dedans... Ça ne te plaît pas? Si, étonnamment. Si, étonnamment, ça me plaît. C'est des boîtes qui, globalement, sont dans mon univers. Mais c'est le seul qui surperforme d'ailleurs le MSCI World classique. Oui, exactement. Quand je dis ça surperforme, c'est parce que je prends l'ETF exactement. Donc, j'ai suffisamment confiance là-dedans. Donc, étonnamment, les boîtes, pour moi, sont des boîtes, beaucoup que j'ai en portefeuille, etc. Donc, je pense que c'est pas si mal. Après, ils sont quand même moins accessibles. Tu vois, par exemple, c'est bête, mais tu ne vas pas en trouver pour le PEA, tu ne vas pas en trouver dans les assurances-vie. Donc, tu vas forcément être, et j'en ai d'ailleurs, j'ai une toute petite position dans un MSCI Quality. Donc, tu vas pouvoir en mettre dans du compte titre. Ouais. Voilà, en gros. Donc, c'est ça qui, à la fois, c'est bien. J'aimerais que ce soit plus accessible. Comme je te disais, typiquement PEA pour les investisseurs français, ça, c'est un peu dommage. Mais je trouve qu'il manque cet aspect très... subjectif, quoi. Qui est hyper important et qui est très compliqué. C'est autant important que le quantitatif. Ouais, moi je dirais 50-50. Entre les deux.
Et du coup, sur la sur seconde l'aspect des question, small caps. sur les small caps, parce que par exemple, j'avais reçu une personne ici qui était un peu un pro small caps, et il disait que lui, sa thèse, c'était que les small caps, c'est le seul endroit où tu as un avantage concurrentiel par rapport aux fonds professionnels, parce que elles ont des trop gros fonds pour pouvoir rentrer des fois dans des small caps, parce qu'elles peuvent pas dépasser 5% du capital ou autre, et donc du coup, elles vont pas forcément se positionner dessus. Et donc toi, tu peux peut-être trouver des anomalies marché plus facilement des fois sur les small caps. Je sais pas quel est ton positionnement un peu dessus. Alors moi, mon positionnement, il a toujours été le même. C'est bizarre, mais c'est venu très tôt. Et c'est venu en fait d'un prof que j'avais en master de finance, qui était un prof de fiscalité, fiscalité non analyse financière, donc qui nous donnait des liasses fiscales. Il nous donnait les bilans, comptes de résultats, etc., de boîtes à analyser. Et il se trouve que lui étant expert comptable, c'était ses clients. Donc il anonymisait le truc, il nous donnait ça, etc. Et donc nous, on essayait de se dépatouiller, mais mon niveau était tellement catastrophique. Quand j'y repense maintenant, j'avais tellement du mal à voir la vision globale. La vision globale que je ne sais même pas comment je faisais. Bon, je faisais comme tout le monde, je paniquais, j'essayais de calculer 2-3 ratios, etc. Donc, nous, tout contents, étudiants, on arrive avec voilà, les ratios. Et lui, en fait, il explique non, en fait, c'est pas du tout ça, je vous raconte la vraie histoire. Et la vraie histoire, c'est qu'en fait, le père était en train de passer au fils. Donc, ce qu'il essayait de faire, c'est de diminuer la valeur de la société en faisant ci, en faisant ça. Voilà, donc, je ne vais pas dire magouille, mais en tout cas, chose dont on n'est pas au courant en regardant juste les chiffres. Donc, moi, ça m'a vite calmé. Il n'y a pas que ça, il y a les problèmes de liquidité. En tant que professionnel, vu qu'on est sur des grosses tailles, on évite parce que c'est pas liquide. Et puis, je disais qu'on a notre argent qui est dans les mains d'une personne, et c'est encore plus vrai quand c'est des small caps. Une petite PME qui est dans l'Ariège, etc., et qui fait je ne sais quoi, qui vend des tubes en métal, bah, malgré tout, quand le PDG, parce que là, pour le coup, on est vraiment la plupart du temps sur des entreprises familiales, et souvent fondateurs aussi. Ben, malgré tout, quand il commence à avoir 62 ans, il est fatigué, je ne sais pas, il ne parle pas anglais, donc il ne va jamais aller à l'international, etc. Moi, pourquoi est-ce que j'aime bien De toute façon, on peut tourner le truc dans tous les sens. Hein. Les plus grosses boîtes du monde, si elles sont devenues les plus grosses boîtes du monde, c'est parce que c'est les meilleures. C'est tout. Le gars qui fait ses tubes en acier dans l'Ariège, je pense qu'il ne s'est pas dit, je ne vais pas créer une boîte de plusieurs milliards. C'est juste que, comme je le disais, il ne parle pas anglais, il ne sait pas faire, il a un commercial qui n'est pas très bon, etc. Et puis des tubes en acier, tout le monde ne va pas en avoir chez soi, ne va pas en acheter 2 par mois. Quand on a Meta, bah, tout le monde aujourd'hui a soit Insta, soit WhatsApp, soit Facebook, etc. Les gens payent des pubs là-dessus. Donc, vouloir éviter les grosses boîtes en disant je vais chercher les petites, ok. Mais comme l'a dit la personne qui est passée, c'est pour chercher des anomalies. C'est pas pour chercher la meilleure boîte. Donc, effectivement, se dire le marché l'a mal pricé. Donc, au moins, quand j'analyse Meta ou Visa, je cherche pas à tout savoir sur la boîte. Je sais que c'est impossible. Et pire que ça, je sais que même le PDG lui-même ne sait absolument pas ce qui se passe dans sa filiale au Kazakhstan. C'est impossible. Et je le sais pour avoir bossé. Donc, BNP, j'étais à Paris et Londres et assez proche du management, on va dire. Donc, ils savaient, puis c'était sensible, les salles de marché dérivées, ils savent très bien ce qui s'y passe. Alors que quand j'étais à HSBC, banque privée en Suisse, à Genève, je voyais bien qu'on était dirigé par Londres, mais que Londres, ils ne savaient pas trop ce qu'on faisait. Et parfois, ils venaient, ils étaient surpris, ils disaient « il faut plutôt faire comme ça », et ils repartaient. Donc, je sais très bien que le PDG ne sait pas tout ce qui se passe dans sa boîte. Mais dans une small cap, déjà, il faut avoir fait l'expérience de regarder les rapports annuels, etc., pour voir à quel point c'est désastreux, il n'y a rien dedans. Je regardais Fontaine Pajot, par exemple, qui fait des catamarans, parce que pour une masterclass, quelqu'un voulait qu'on étudie la boîte. C'est une cata. J'ai plus le truc en tête, mais c'était par exemple, donc c'est semestriel au lieu d'être trimestriel. Donc je parlais déjà du délai, hein, tu vois, qu'on a. Donc semestriel au 30 juin, et puis de mémoire, le papier sortait en décembre. Donc, pour savoir ce qui s'est passé sur le début de l'année, et le truc n'est pas fait, ils n'ont pas une direction financière de fou pour faire des documents non plus incroyables. Ils n'ont pas les 400 pages du rapport annuel de Schneider Electric, tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est bon d'avoir 400 pages, mais au moins, tu as énormément d'infos. Donc, tu as cette partie-là où l'info est moins là. Et ensuite, je parlais hier soir avec un copain analyste financier, je ne vais pas citer le nom, mais il me disait toutes les fois où des gérants de PME disaient des trucs, enfin pas absurdes, mais où ils donnaient de l'info d'initié, en gros. Et même moi, j'étais surpris. C'est pas du délit d'initié, mais ils donnent trop d'infos.
Okay, Ils donnent trop d'infos. C'est ça le truc. Ils disent, on a donné la guidance au marché qu'on va faire tant de % de croissance, mais je vous le dis à vous, en fait, on va plutôt faire ça. Et dans la salle, tu as 10 analystes financiers, tu vois, parce que c'est je sais pas où, c'est à Marseille, tu vois, et donc il y a 10 qui ont fait le trajet, plus 4 au téléphone. Mais encore, en général, s'il dit ça, à mon avis, c'est qu'il n'y a personne au téléphone et que c'est purement en présentiel. Donc la personne qui dit tu peux avoir de l'info ailleurs, oui, mais qui l'a cette info? Est-ce que lui l'a? Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. le manque de transparence qui bloque un peu cet aspect. Un peu, parce que déjà, tu as les sûr. dirigeants qui, eux, ont de l'info qui n'est pas disséminée. Ensuite, ils vont décider d'en parler à quelques analystes financiers ou gérants de fonds, etc. Et les gérants de fonds small caps, eux, sont dans ce truc-là. Donc moi, je dirais, c'est pas forcément sur les small caps que j'irais titiller les gérants de fonds. Tu vois. Et typiquement, le seul fonds que j'ai en portefeuille, c'est le fameux Indépendance et Expansion de William Higgins, qui est meilleur que moi sur les small caps. Donc ma seule exposition au small cap, c'est une petite position dans son fonds, parce que lui, il connaît les boîtes beaucoup mieux que moi. Il réagit vite. Voilà, beaucoup. Enfin bon. Donc, c'est pas mon truc. Après, je respecte ceux qui le font, mais si tu prends tout, de la liquidité, même la fragilité de ces boîtes, parce que en termes de produits, c'est des boîtes qui sont monoproduits. Tu vois, elles ont un seul truc, elles sont beaucoup moins internationales, elles ont beaucoup moins de clients, elles ont beaucoup moins de fournisseurs, elles ont un seul pays, donc c'est plus fragile. Tu vois, une petite boîte française, parce que ceux qui font des small caps font beaucoup des boîtes françaises. Imagine, tu as cette petite usine, donc quelque part en France, tu as une grève, tu as les gilets jaunes, et tu as 10 gars qui empêchent les camions de sortir de l'entrepôt. Ils sont finis. C'est fini, tu vois. Fait la même chose avec Microsoft. Bah, c'est un paquebot, tu peux rien faire. Tu ne peux pas bloquer la machine. Tu peux, s'il y a un jour un bug mondial qui stoppe tout, etc. Mais ces boîtes sont plus fragiles. Beaucoup plus fragiles, c'est ça le truc. Maintenant, il y a une autre stratégie, une autre catégorie d'actions. Il y a des personnes qui privilégient plutôt des actions à dividendes pour recevoir des revenus passivement en disant moi, je ne veux pas forcément que ma boîte ait beaucoup de croissance, juste qu'elle me verse les dividendes et comme ça me fait mes revenus passifs. Je vais grossir mon portefeuille de dividendes. C'est souvent mal compris ce concept. Toi, qu'est-ce que tu penses d'actions à dividendes? Est-ce que ça peut être une bonne stratégie d'actions à dividendes par rapport à... Ouais, ça aussi, c'est une question hyper intéressante. Là, je vous ai donné mes critères principaux. Tout à l'heure. Donc, on va dire, il y avait les 4 qui étaient des chiffres, et puis 2, on va dire management, culture, et puis avantages compétitifs qui sont subjectifs. Mais quand j'analyse une boîte, je vais bien au-delà. Et notamment, un des trucs qui m'intéresse, c'est l'allocation du capital. Et décider de payer un dividende, en fait, ça ne fait aucun sens d'utiliser ça en tant que critère au départ, parce que c'est un acte de gestion de la boîte. C'est-à-dire, c'est le PDG qui se dit, voilà, moi, j'ai généré du cash flow cette année. Je dis cash flow parce qu'il y a soit le résultat comptable, le résultat net, ou bien il y a du cash. Et pour du flux de trésorerie, et pour payer un dividende, il ne suffit pas juste d'avoir un résultat comptable, il faut avoir du cash flow. Et ce cash flow, il peut l'utiliser pour financer des projets en interne, financer la boîte, pour rembourser des dettes, ou bien il peut le redonner, il peut faire des acquisitions externes aussi, racheter une boîte, ou bien il peut le redonner aux actionnaires sous forme de rachat d'actions ou dividendes. Et c'est vrai que récemment non, sur les 10-15 dernières années, c'était plutôt les rachats d'actions qui avaient la cote, notamment pour des raisons fiscales. Partout dans le monde, les revenus sont plus imposés que les plus-values. Donc, la plupart des investisseurs préfèrent que ce soit des rachats d'actions plutôt que des dividendes. Mais au final, c'est exactement la même chose. Donc, le taux qui est redonné aux actionnaires, c'est toujours à peu près la même chose, disons 3% en moyenne, sauf qu'avec le temps, c'est plutôt devenu 1,5 en dividende et 1,5 en rachat d'actions, voire plus en rachat d'actions. Donc, j'ai toujours trouvé ça bizarre de prendre le dividende, alors qu'il y a peut-être une super action qui est mieux, mais qui fait plus de rachat d'actions, alors que c'est la même chose. Donc, on pourrait dire, oui, donc c'est pas utile de regarder les dividendes. Mais pour les débutants qui démarrent et qui se disent, qui sont rassurés par les dividendes, étonnamment, c'est une bien meilleure décision qu'on pourrait le penser. Ok. Pourquoi? Alors, déjà, il y a 2 choses dans le dividende. C'est pas le montant qui est important. Il faut surtout pas aller chasser les gros dividendes, parce que gros dividendes, quasiment tout le temps, ça vient soit vous allez vous retrouver toujours dans les mêmes secteurs, donc avec des dividendes à, on va dire, au-dessus de 5%, vous allez vous retrouver qu'avec des pétrolières, avec des bancaires, avec des assureurs ou de l'immobilier coté, des foncières.
Donc déjà, vous allez avoir un portefeuille qui est tout sauf diversifié. Voilà. Donc, il ne faut pas regarder le montant. Et en plus, vous allez très souvent avoir des entreprises qui sont en déclin, donc qui ont réussi à payer des bons dividendes les années précédentes, mais qui vont mal. Donc, le cours de bourse a chuté. Et quand on calcule le dividende de l'année dernière sur le cours de bourse actuel, vous avez du 12%, sauf que le dividende il va être coupé en 2, ou en 3, ou en 4, ou bien la société va faire faillite. Donc, voilà, il ne faut pas regarder les plus gros dividendes. Mais il y a des stratégies, notamment la fameuse stratégie dividende aristocrate, qui est de regarder les dividendes croissants, toutes les entreprises qui ont des dividendes croissants depuis plus de 25 ans, je crois. Après, il y a les dividendes aristocrates, les dividendes king, enfin bon, il y en a plusieurs. Il y en a plein. Voilà, donc ça peut être 10 ans de dividendes croissants, 25 ans de dividendes croissants et tout. Et pourquoi ça, c'est pas si mal? Parce que déjà, qui dit dividende dit rentable. Donc déjà, ça élimine un gros pépin qu'ont beaucoup de débutants qui sont d'aller chercher des boîtes qui ne gagnent pas d'argent. Donc non seulement la boîte est rentable, elle génère du cash flow, donc c'est-à-dire du vrai cash. Ensuite, on parle de croissance du dividende sur 10 ans ou 25 ans. Donc ça veut dire que la boîte, elle a de la croissance des bénéfices. Donc déjà, même dans ma propre liste, tu commences à cocher plein de trucs. Et ensuite, un truc encore plus génial, c'est que vu que ces dividendes croissants pendant 10 ans ou 25 ans, tu élimines les boîtes cycliques. Donc, au final, sans le savoir, avec un seul indicateur, que je ne regarde pas moi, parce que moi, je fais plus le détail, mais avec juste cet indicateur de dividende aristocrate, tu te retrouves avec des boîtes rentables, non cycliques, qui crachent de l'argent, qui sont en général stables, enfin, un peu plus stables en termes de cours de bourse, parce que tu as ce côté rassurant, etc. Donc, finalement, bizarrement, même si je suis le premier à dire ne regardez pas que les dividendes, tant qu'on ne se focalise pas sur le montant du dividende. Sur la croissance. Sur la croissance. Et ça peut être un dividende de 1%, c'est pas grave. Ouais. Mais une boîte qui a un dividende croissant depuis 25 ans, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de boîtes qui respectent ces critères. Parce qu'entre-temps, on a quand même eu du 2008, du Covid, etc. Donc sur 25 ans, ils ne sont plus beaucoup. Je pense que c'est quelques dizaines. Faudrait que je regarde la liste, elle est disponible d'ailleurs, il suffit de taper dividende aristocrate. Il y a même des ETF qui suivent. Il y a même des ETF dividende aristocrate, exactement. Donc finalement, je me dis, quitte à regarder une seule chose, tu vois, c'est pas si mal. De regarder la croissance. C'est de regarder dividende aristocrate. Après, ce qui est dommage, c'est de ne pas prendre en compte le rachat d'actions. Parce que le rachat d'actions, c'est exactement la même chose. Admettons qu'il y a une entreprise avec 10 actions. Donc, nous, on a une de ces 10 actions, on a 10% du capital. L'entreprise fait du profit. Et plutôt que de le distribuer, ils vont racheter une des parts. Donc, le gâteau aura plus 10 parts, il aura 9 parts. Et donc, moi, j'aurai plus 1/10 de la boîte, j'aurai 1/9. Donc, 1/9 aussi des profits, etc. Donc, j'aurai plus 10%, mais 11,11, etc. Et avec le temps, il y a des boîtes comme ça qui réduisent leur capital de 3% par an. Donc, le nombre de titres diminue, ce qui est l'exact inverse des boîtes qui font des augmentations de capital, qui diluent l'actionnaire. Et donc, nous, on a l'impression que tout va bien dans la boîte, elle est croissante, etc. Mais en fait, on a une plus petite part du gâteau à chaque fois. Mais le truc, c'est qu'un débutant qui suivrait les dividendes aristocrates, si je commence à lui dire oui, il va surveiller le nombre de titres, regarde les programmes de rachat d'actions, voilà. Donc non, finalement, dividende aristocrate, c'est pas si mal. Ouais, pour le début. Il y a un dernier point que je voulais voir avec toi. Concrètement, quand on investit, que ce soit en ETF ou en action, est-ce que toi, tu préconises plutôt la formule du DCA, Dollar Cost Averaging? J'ai mes ETF ou mes actions et j'investis tous les mois passivement, même si je pense que j'en sais pas un peu ta réponse. Ou est-ce que toi, tu préconises plutôt de timer le marché? Donc, du coup, de dire là, c'est le bon moment d'investir dans mon ETF, là, c'est le bon moment d'investir dans mon action. Comment tu choisis le moment pour investir? Bon, la réponse, tu la connais. Tout le monde va te déconseiller de timer le marché. Moi, j'ai acheté mes premières actions, je pense, en 1997-98. Donc, autant te dire que le marché me surprend tout le temps. Il surprend tout le monde. À chaque fois, on croit que la crise va venir de gauche, elle vient de droite, elle vient de derrière. Ouais, on se dit, il y aura un problème à tel endroit, et puis on nous sort du chapeau autre chose. Même quand il ne se passe rien, on voit que Donald Trump est capable d'auto-générer une crise. Non, mais c'est complètement fou. Alors qu'on le pensait spécialement pro-business, etc. On dit, c'est les républicains, c'est un entrepreneur au pouvoir. Bon, il va au moins favoriser la bourse. Il fait tout l'inverse. Enfin, bon, bref. Donc, timer le marché, c'est impossible. Et d'ailleurs, toutes nos émotions font tout pour nous faire faire l'inverse de ce qu'il faut faire. Ça, c'est complètement fou. Donc non, le DCA, on va dire,
lisser ses apports, c'est très très bien. Moi, quand j'ai de l'argent à investir en bourse, tous les mois, j'attends pas à la fin du mois ou autre. Si j'ai de l'argent qui tombe, moi, il est investi dans les 2-3 jours après. Surtout que l'avantage aussi ce serait pareil pour la partie ETF, mais en gestion active, il y a toujours une boîte qui nous plaît, il y a toujours une entreprise qu'on trouve un petit peu moins chère que les autres. Donc, c'est vrai que pour la gestion ETF, c'est clair que faut faire ses investissements réguliers. Et même en gestion active, moi, j'aime bien me dire, tiens, je regarde ma liste, en fait, elle est tout le temps classée par taille. Donc, je vois mes plus grosses positions et les plus petites. Et en général, les plus petites, j'évite de détenir des boîtes qui me prennent une partie de mon esprit et qui ne représentent rien. Donc, si c'est tout petit, je me dis, soit je la double, soit je l'enlève, en fait. Ça ne sert à rien d'avoir... Moi, je dois être entre 25 et 30 positions, ce qui est énorme. Je déconseille d'avoir 30 positions, mais voilà, moi, j'adore ça. Donc, mais disons que j'en ai 26. Les 3 dernières, à un moment, il faut que je me dise, j'y vais. J'y vais ou j'en sors. Mais surtout que je fais beaucoup ça de mettre un pied dedans pour commencer à m'y intéresser. Et c'est vrai que quand je la vois évoluer un peu tous les jours, etc., ça m'intéresse. Donc, j'utilise mon apport régulier pour ça. S'il y a des sociétés qui sont trop petites dans mon portefeuille, pour les faire monter petit à petit. Et c'est ça que je conseillerais aussi en gestion active, c'est jamais de rentrer un montant global. Enfin, disons qu'on a 5% du portefeuille par boîte. Moi, jamais je mettrais 5% de mon portefeuille directement sur une boîte que j'ai commencé à analyser il y a 2 mois. Ouais. Elle ne peut pas concurrencer. Enfin, en termes de connaissances, ça n'a rien à voir avec une boîte que je suis depuis 10 ans ou 15 ans. J'écoute les conférences call, je connais le manager. On peut étudier l'histoire, mais c'est pas pareil de se dire « Ah tiens, à tel moment, quand il a racheté telle boîte, tout le monde disait que c'était une bêtise. Et au final, c'est lui qui avait raison. Je pense entre autres à Zuckerberg ou à d'autres, ou à Bernard Arnault. Et c'est le temps qui donne raison. Donc, quand on étudie une boîte à posteriori, je dis ouais, super, il a bien joué. Mais on oublie qu'ils ont pris des décisions à contre-courant, qu'on a douté, que finalement, c'est eux qui avaient la vision que nous, on a eu 3 ans plus tard, etc. Donc, je ne sais plus où j'allais, mais bon. Non, mais bien sûr, c'est pour ça. Mais en gros, est-ce qu'il faut timer le marché ou pas? Voilà, toi, exactement. Plutôt dans. Non, il ne faut pas timer le marché, ça c'est sûr. Et puis, même quand tu as des opportunités, par exemple, tu vois, je sais pas, une boîte que tu adores, que d'un coup elle chute à cause d'une news ça terme, m'arrive. Là, ça m'arrive. Mais si tu veux, pour moi, c'est anecdotique. Ok, ouais. Et je fais ça pour m'amuser, mais ça m'est déjà arrivé de voir des boîtes qui perdent 50%. Je pense à Adyen, par exemple, une boîte hollandaise elle perdait 50%. Moi, je trouvais que c'était un peu exagéré. J'ai attendu le flux sortant parce que je sais que quand il y a des résultats qui sont négatifs, en général, s'il y a un drift, on appelle ça un drift de résultats qui fait que si les résultats sont bons, en général, ça a tendance à continuer à monter pendant quelques jours, et même chose à la baisse. Et puis voilà, mais c'est jamais sur des grosses sommes, tu vois. C'est ça le truc. Moi, je fais vraiment la distinction entre, moi, avec le temps, forcément, je commence à avoir quand même des montants en bourse qui sont importants. Donc, c'est sûr, pour moi, mettre 5% de mon patrimoine boursier sur une valeur, c'est gros. Donc, il y a une grosse différence entre mes petits trucs que je viens de découvrir et les plus gros. C'est là où j'en venais d'ailleurs avec l'histoire de suivre depuis longtemps. C'est de dire que la confiance dans une boîte, ça s'acquiert avec le temps. Pour terminer notre échange, s'il y a une personne, par exemple, qui débute en bourse, qui est hyper intéressée par ça, et qu'elle dit, moi, mon objectif, c'est dans 20-25 ans, je veux être rentier de la bourse, pouvoir toucher des revenus passivement, ce serait quoi ton meilleur conseil pour cette personne qui débute? Les ETF, c'est incontournable. Okay. Moi, je pense que les ETF, c'est incontournable, mais pour tellement de raisons, même d'un point de vue fiscal, par exemple. On sait qu'on peut mettre des ETF monde ou américains en PEA. On peut avoir des ETF capitalisants, par exemple en compte titre, entre un ETF capitalisant qui va donc garder les dividendes au sein de l'enveloppe, donc on ne sera pas imposé jusqu'à la sortie, alors que si vous avez des actions directes, notamment avec des forts dividendes, on va être imposé de suite, etc. Donc pour moi, les ETF, c'est incontournable. Se dire, OK, les ETF, avoir des ETF, c'est super, mais on délègue la gestion, enfin disons qu'on laisse l'indice faire son truc, mais on a un gros travail à faire sur nous-mêmes qui est de s'engager à ne pas toucher à cet ETF. C'est ça, ouais, se dire, OK, mon seul boulot maintenant, c'est d'être discipliné, de continuer à mettre tous les mois et de ne pas se dire, là, je trouve que le marché est un peu cher, là, les 3 prochains mois, je ne vais rien mettre. Puis après, on commence à paniquer parce que puis on met au plus haut et puis après, ça rebaisse. Et bon, bref, faut pas jouer avec ça. Il faut être discipliné. Et pourquoi pas, parce que moi, je pense que c'est pas mal parfois d'avoir le meilleur des deux mondes. Si on a des fortes convictions,
pourquoi pas une petite partie poche active. Et là, malheureusement, il faut faire le travail. Faire le travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder les ratios de l'entreprise, s'intéresser, la suivre. Et le nombre de fois où je demande à quelqu'un, mais elle est rentable cette boîte? Ou elle n'est pas trop endettée? Et puis je vois les yeux qui s'ouvrent en disant, mais j'ai aucune idée. Et ils n'ont pas regardé si elle était trop endettée. Ils ne savent même pas si elle est rentable. Ils ne savent pas les marges. Ils ne connaissent pas les principaux concurrents ou les principaux risques, parfois. Parce qu'on peut très vite se retrouver à acheter, je ne sais pas, l'UFDJ, la Française des Jeux, et on ne se rend pas compte qu'en fait, on a une énorme dépendance à l'État. D'ailleurs, l'État a augmenté les impôts sur les jeux récemment, et puis ça, elle a pris un coup. Voilà, ça demande du travail. Donc, pour limiter le travail, avoir quelques convictions sur lesquelles on fait le boulot, et des ETF pour le reste, pour moi, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Ok, bah super. ETF, simplicité, on touche pas, reste, et action, on fait le boulot. Exactement, c'est ça. Bah écoute, un grand merci à toi. Est-ce que s'il y a des personnes qui ne te suivent pas encore, qui veulent te suivre, on redirige vers ta chaîne YouTube? Tu as d'autres préférences? YouTube, voilà, ma chaîne Xavier Delmas sur YouTube. J'accepte volontiers sur LinkedIn toutes les invitations. J'adore ce réseau parce qu'on voit les gens, on voit ce qu'ils font et on voit la diversité aussi des personnes qui nous écoutent et qui s'intéressent à l'investissement. Je suis aussi accessoirement sur Twitter. Voilà, vous pouvez, même si je poste très peu. Mais, Twitter, pas X. Oui, Twitter, voilà. Maintenant, je me suis dit, ouais, c'est trop compliqué. En plus, les gens qui ne connaissent pas les réseaux sociaux, tu vois, ça fait toujours un peu bizarre. Donc voilà, oui, mais principalement YouTube, ça reste mon format préféré. YouTube et podcast. Super. Bah, écoute, un grand merci à toi. C'est hyper intéressant. Ouais, je pense qu'on a appris vraiment sur la bourse. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.